Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Les milles, les rues, les laits, l'huile, le sucre, entre autres, constituent une alimentation pour la majorité des Maliens, alors que nous assistons à une variation des prix de ces céréales en cette période. En plus de cette situation, en cette veille de Tabaski, on constate déjà une augmentation vertigineuse des prix du mouton. Qu'est-ce qui explique la hausse des denrées de première nécessité pendant cette période? Quelles sont les raisons? Comment mettre fin à la variation des prix sur le marché? Pour en parler, nous invitons sur ce plateau Khalid Dambélé, économiste, chercheur au CRAPES. Bonjour, Monsieur Dambélé. Bonjour. Cheikh Abdelkader Foufana, membre de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali. Bonjour, Monsieur Foufana. Bonjour. Je suis Arkia Touré. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, nous allons essayer de parler des causes. Monsieur Dambélé, qu'est-ce qui peut expliquer la variation des prix des denrées de première nécessité sur le marché? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qu'il conviendrait effectivement d'évoquer, qui seraient peut-être à la cause de l'augmentation de ces prix-là. Il y a d'abord la conjoncture internationale. Si vous remarquez, depuis plusieurs mois, avec la situation de la crise sanitaire, beaucoup de pays ont fermé les frontières, ce qui cause un problème de difficulté au niveau du commerce international et qui joue un peu sur le volume des exportations et des importations. Alors, si nous dépendons en matière d'importation de produits de première nécessité de certains pays, cela va de soi que la quantité importée via chez nous va baisser. Si cette quantité-là baisse, il est clair qu'en économie, si toutefois l'offre baisse par rapport à la demande, cela est une loi élémentaire, les prix ont tendance à augmenter. Donc oui, la situation pandémique mondiale peut effectivement être une première cause. La deuxième cause, c'est que aujourd'hui, force est de reconnaître que quand on parle de maîtrise de l'inflation, parce que c'est l'inflation qui mesure la hausse généralisée et durable des prix, quand on parle d'inflation en termes de produits dont les prix sont administrés, c'est-à-dire dont les prix sont fixés soit par l'État, soit par une organisation, on va dire régionale ou sous-régionale. Alors, les produits de première nécessité, pour la plupart, sont des produits dont les prix ne sont pas administrés. Donc, on peut quelque part dire que l'État maîtrise le prix, parce que, d'une part, dans le calcul de l'inflation, les prix dont il est question ne concernent pas la plupart du prix des produits de première nécessité, notamment l'oignon, notamment la pomme de terre, notamment les œufs, notamment l'huile. Donc, un certain nombre de produits que les uns et les autres vendent au quotidien sur le marché sont des produits dont les prix ne sont pas forcément fixés ou, on va dire, suivis dans l'application par l'État. Donc, ce qui cause un deuxième problème d'augmentation de prix. L'un des problèmes aussi, c'est que cela est une psychologie collective chez nos commerçants. Ils profitent d'une situation donnée très souvent pour justement augmenter les prix. Et même si, quelque part, ils ne sont pas en situation de rupture de stock, dès qu'ils constatent que les frontières sont fermées, dès qu'ils constatent qu'il y a une opportunité d'augmentation de prix, même si l'opportunité n'est pas justifiée à l'instant T, ils ont effectivement tendance à augmenter le prix. Un quatrième élément qui peut effectivement justifier l'augmentation des prix, c'est peut-être dû même à notre politique d'approvisionnement. C'est-à-dire chaque État doit avoir une politique d'approvisionnement de stock, en situation de rupture de stock pour mettre ça sur le marché. Au Mali, moi je pense qu'on a du chemin à faire en la matière. L'État en a pour certains produits, mais on a l'impression que la politique n'est pas souvent opérationnelle quand on le souhaite. Peut-être un dernier élément qui pourrait être la cause de cela, on a vu le 10 avril passé, le président de la République avait fait justement un discours dans lequel il avait promu des mesures, on va dire, sociales
lesquelles mesures, pour certaines d'entre elles, sont déjà appliquées. Mais jusqu'à aujourd'hui, la plupart de ces mesures-là, notamment les 500 milliards qui devraient être mobilisés pour justement accompagner la situation des personnes qui sont en difficulté, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a du chemin à faire de ce point de vue-là. Donc oui, les entreprises, s'ils ne reçoivent pas d'accompagnement comme ils le souhaitent, ils peuvent effectivement profiter de cette situation compliquée pour augmenter les prix. D'accord, merci M. Dambélé. Et l'ASCOMA, M. Dambélé vient de mentionner quelques raisons. Donc il a parlé quand même de la non-application de certaines mesures. Il a aussi parlé de l'augmentation spontanée des prix chez les commerçants. Vous, en tant que cellule de veille, est-ce que vous avez une explication à donner par rapport à ça? Ok, je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs. Et je rejoins effectivement M. Dambélé sur un certain nombre de propos qu'il a dit. Je voudrais constater qu'il y a une dichotomie quand l'État doit contrôler et l'État a pris des mesures pour libéraliser, pour laisser à tout un chacun de fixer ses prix. Je fais allusion ici au décret 92-133 du CTSP qui porte en réglementation de la liberté de la concurrence. C'est-à-dire que chacun est libre de fixer son prix. Ça date de la transition. À l'époque, c'était Zouana Sako. Et je pense qu'en ce temps, on avait eu à faire un effet de bouclier pour que l'État ait un contrôle sur les prix. Liberté de concurrence, de prix, oui. Démocratie, oui. Alors, mais si on laisse le Malien gérer son prix, je pense qu'il faut s'attendre à une anarchie. C'est un décret que tout le monde a connu et qui est peut-être à la base de l'impuissance de l'État à vouloir réglementer les prix. Les prix des denrées qui viennent de l'extérieur et les denrées que l'on trouve chez nous. Après, il y a une autre ordonnance qui est venue, qui porte organisation de la concurrence. Et ces deux ordonnances-là, ou ce décret, ces deux. Ensuite, il y a la loi du 16 juillet qui porte protection du consommateur. Alors j'avoue que parmi ces trois textes, je ne pense pas que l'État fait de son mieux pour être efficace sur le terrain. Mais en tant que cellule de veille, nous n'avons jamais manqué d'attirer l'attention sur ça. On a été souvent écoutés, mais vous savez, ce n'est pas facile parce que les services de répression ne suivent pas. C'est pratiquement tous les textes qu'on fait au Mali. Les textes sont très bons, mais il n'y a pas le suivi derrière ou la répression. C'est-à-dire si vous faites, rien ne va se passer. Est-ce qu'actuellement, il y a des actions qui ont été entreprises à votre niveau? Il y a des actions qui ont été entreprises à notre niveau, mais l'ASCOMA a un problème, c'est que l'ASCOMA s'attend à un consommateur engagé. Je prends le problème, il y a eu tout récemment le problème des compteurs, on a parlé longuement. Mais si le consommateur lui-même ne demande pas l'assistance de l'ASCOMA, c'est très difficile à l'ASCOMA en tant que service, je ne sais pas moi, en tant que société de consommateurs, d'aller porter une plainte s'il n'y a pas quelque chose derrière, s'il n'y a pas un support derrière. Il faut que la population d'abord dénonce. Absolument, il faut qu'il y ait une demande. Il y a eu des demandes par exemple au niveau de la Sotelma, au niveau de Orange Mali, et c'est des aspects sur lesquels on a insisté. On est allé les voir et j'avoue qu'il y a eu des effets. Parce que s'il n'y a pas d'effet, en ce moment, on propose ce qu'on fait. Mais comme il a dit Dambélé, je crois qu'il y a deux aspects de la concurrence, des prix. Il y a les produits qui viennent de l'extérieur, il y a les produits qui sont là. Alors je pense que si l'État s'y met, il sera très facile de contrôler les prix. Je pense très bien. Surtout qu'à l'approche des fêtes, comme vous l'avez annoncé, l'État essaie de voir dans quelle mesure il peut faire une baisse sur les produits. C'est-à-dire si le sucre doit rentrer, comme pendant le mois de carême, on demande aux commerçants d'amener des produits pour qu'on fasse. Mais souvent, c'est des petites choses qui se passent qu'on n'arrive pas à comprendre et à expliquer. C'est-à-dire des stocks sont commandés, ne sont pas livrés aux gens, sont stockés pour être revendus après. D'accord. Donc, l'État, comme on en parle, donc il est important qu'on précise aussi que nos tentatives pour vraiment inviter un des membres de l'État à cette émission ont été vaines. Donc nous allons poursuivre. Monsieur Dambélé, est-ce que concrètement nous pouvons dire qui est responsable? Est-ce que les hausses des prix, est-ce que c'est le grossiste? Est-ce que c'est le revendeur?
Non, moi je pense que les responsabilités sont partagées. Dans un État, les rôles sont bien précis. Pour un certain nombre de produits, l'État doit effectivement être capable de contrôler. C'est pourquoi il l'a évoqué. Il existe chez nous un texte sur la concurrence, lequel texte-là est censé justement contrôler les jeux de cette concurrence-là sur le marché. La difficulté aujourd'hui, c'est à plusieurs niveaux. Je l'ai évoqué tantôt. Il y a effectivement un contexte international qui plombe les activités économiques, qui fait qu'il y a une situation de rareté. En économie, cette loi est fondamentale. Tout ce qui est rare est censé être cher. Donc la rareté d'une chose justifie sa valeur. Très souvent, certains commerçants jouent sur justement cet aspect de rareté-là, parce qu'ils constatent que les frontières sont fermées peut-être. Ils constatent qu'il y a un risque de rupture de stock. Ils constatent que la demande augmente par rapport à la capacité d'offre des entreprises sur le marché. Et face à cette situation-là, ils peuvent effectivement profiter pour augmenter le prix. Grossistes comme détaillants, bien évidemment. De l'autre côté aussi, l'État n'étant pas capable justement n'étant pas en capacité totale justement de contrôler l'ensemble de ces prix-là, souvent se retrouve dans une situation où il y a un laisser-aller sur le marché, une sorte d'anarchie sur le marché où les uns et les autres ont tendance à se comporter au gré de l'opportunité qui se présente devant eux. Donc moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a ces deux aspects-là qu'il faut contrôler. D'une part, le fait qu'il y a une situation de rareté, le commerçant détaillant comme grossiste peut justement jouer sur cela. De l'autre côté aussi, l'État n'étant pas effectivement en capacité de contrôler les prix comme il le faut, parce qu'on le sent souvent dans le discours du politique. Quand ils parlent, on a l'impression effectivement que pour eux, les prix, la variation de prix est maîtrisée. Sauf que si on regarde un peu le calcul de l'inflation au niveau de l'UEMOA, parce que c'est l'UEMOA qui calcule l'inflation pour l'ensemble de ces 8 pays-là, on va se rendre compte facilement que même au niveau de l'Instat, si on prend le calcul de l'inflation au niveau pour le Mali, on va se rendre compte que les prix qui leur servent de base de calcul sont des prix qui sont déjà administrés par l'État, tels que le gaz, l'essence à la pompe. Ce sont des prix qui sont connus. Sauf que l'ensemble de nos ménagères dans le quotidien n'utilisent pas ces produits-là. Ils utilisent des produits comme la tomate, comme l'oignon, ils utilisent des produits comme les œufs. J'aurais compris que les œufs aussi, leur prix ont augmenté. Oui. Donc oui, ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde ça, on voit que la base de calcul de l'État, qui consiste à ne se concentrer que sur les prix qu'ils sont capables d'administrer, est une base qui, à la base, est tout simplement, au départ, est tout simplement fausse. Parce qu'encore une fois, on constate que ici et là, il y a des prix qui augmentent, mais l'augmentation de ces prix-là n'est pas constatée au niveau du calcul de l'inflation. Pour terminer, je pense que le dernier élément, je l'ai dit, je reviens là-dessus, c'est lié effectivement à nos politiques d'approvisionnement, mais aussi surtout de subvention. C'est-à-dire l'État doit être capable de rendre ces choses-là beaucoup plus opérationnelles. Nous allons en parler quand on va parler des solutions. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous de mieux nous édifier là-dessus. Monsieur Fofana, est-ce qu'à votre niveau, vous avez identifié un responsable? Oui, le responsable, écoute, le moyen le plus faible, c'est l'État. C'est là qu'on se rabat. Parce que je pense que en un moment, si l'État a fait les textes, et si l'État ne suit pas ces textes, et il n'y a pas un service pour faire la répression efficace derrière, il va sans dire que la responsabilité vous revient. Et le responsable sur le terrain aussi peut être le vendeur, peut être l'opérateur économique. Mais qui doit contrôler l'opérateur économique? C'est l'État. Même si l'ASCOMA dénonce, si l'ASCOMA voit, l'ASCOMA peut-être demander un boycott du produit. Mais c'est encore aggraver la situation parce qu'étant donné que le produit est rare, ils vont augmenter les prix. Donc, qu'est-ce que l'État va faire? Et qu'est-ce que le consommateur va faire? Je pense que les problèmes, c'est un peu aussi, je ne sais pas moi, le vendeur. Le vendeur, vous avez un certain nombre de produits qui sont chez nous, dont on ne comprend pas du tout la hausse. Je prends par exemple, vous avez cité le cas de l'oignon. Alors, si on voit l'oignon qui vient de l'extérieur, peut-être subventionné, mais est-ce qu'on doit le vendre au même prix que l'oignon qui vient d'ici? C'est une bourse qui est souvent, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire on fixe le prix du marché de l'intérieur par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur. Or, il y a une certaine différence. Le produit qui vient de l'extérieur, il y a le transport, il y a le stockage, il y a les frais de douane qui rentrent.
toutes choses qui ne se trouvent pas dans les produits de l'intérieur. Mais quelque part, on a essayé de faire une enquête au niveau de ces producteurs, on a remarqué qu'ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Je prends l'exemple des riziculteurs. Et l'accès à l'eau, souvent, c'est très difficile pour eux. Ensuite, l'accès souvent à la terre, c'est vraiment la croix et la bannière. Ceux qui peuvent cultiver la terre, ce n'est pas eux qui ont la terre. Les terres sont soulouées et eux, ils essaient maintenant de gagner ce qu'ils ont mis dans l'allocation du terrain, de la terre. Et ensuite, il y a les problèmes de ravitaillement en eau qui posent souvent des problèmes. Donc, c'est l'État qui peut réglementer tout ça ou donner la possibilité à des services de contrôler. Ou tout au moins donner une possibilité de dénoncer. Justement, dénonciation, parce qu'on constate sur le marché que personne ne dénonce. Personne ne dénonce. Exactement. Et la situation reste comme telle. Voilà, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez cette responsabilité? Parce que pour la population, oui, l'ASCOMA est là comme un acteur dans ce sens. Effectivement, on doit dénoncer. On a été un moment contacté pour le problème du lait, où un certain nombre de population, une frange de la population ou des producteurs de lait essaient de mettre des produits, des antibiotiques pour que le lait ne soit pas périmé, pour que ça reste longtemps. Quand on voit des phénomènes comme ça, on dénonce. Pire que ça, on essaie d'appeler les services de répression. On essaie d'analyser, de voir les services techniques qui peuvent nous permettre de résoudre ces problèmes. Mais si nous, on ne constate pas, la population qui a été butée à ça doit venir à l'ASCOMA ou chercher un membre de l'ASCOMA ou être même membre de l'ASCOMA pour l'occasion, un consommateur engagé, pour qu'on essaie de faire la lutte ensemble. Parce que sinon, si nous nous mettons à lutter, on va dire non, c'est peut-être un parti pris. Vous êtes en train de faire votre propre jugement sur un produit ou sur une concurrence. Parce qu'on fait ça sur la base d'une lettre qu'on a. Donc la population doit être impliquée. Impliquée, absolument. Dans ce sens. Se plaindre de ce qui ne va pas. Qui ne veut pas, ok. Voilà. D'accord. Il y a eu des cas pour le sucre. Il y a eu des endroits où il y a eu la hausse de sucre, 25 francs sur le sucre. Quand on nous a dénoncé à Banakabougou, on est parti voir le commerçant, on est venu avec la police et j'avoue qu'il a regretté. Ouais, donc je pense que c'était sur la base d'une dénonciation, mais qu'on ne dit pas le nom de la personne qui a dénoncé. Monsieur Dambélé, Monsieur Fofana vient de mentionner nos productions locales. Pourquoi elles sont aussi chères? Parce que déjà, nous pensons que si je dois acheter la pomme de terre locale, je dois l'avoir moins chère normalement. Mais généralement, on ne constate pas, il n'y a pas de décalage sur les prix. Il a évoqué un certain nombre d'aspects, je pense, qui peuvent effectivement justifier la cherté de nos produits locaux, tels que l'accès à la terre, tels que le problème d'eau. Souvent, chez nous, ici, le climat peut varier d'une saison à une autre saison. Tel que souvent, comme je l'ai eu à évoquer, c'est une psychologie collective chez nos commerçants. Souvent, il ne manque pas d'opportunités. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ça, ce n'est pas que la faute de l'État. Il y a certaines augmentations de certains prix, c'est la culture même, c'est devenu un phénomène culturel chez le commerçant malien. C'est-à-dire, dès qu'il constate qu'il y a une situation de rareté, comme dans sa tête, il sait que la demande est en train d'augmenter et que les gens vivent du produit en question, il a tendance à augmenter. Donc, les causes objectives qui peuvent justifier l'augmentation des prix de produits locaux sont relatives au coût de production. C'est-à-dire, si l'agriculteur achète à un prix très élevé la matière première, cela va de soi qu'il ne vende pas à perte. Autrement dit, qu'il mette le prix à un niveau qui lui permet de recouvrir ses charges. Mais au-delà de cela, il y a des raisons subjectives. Lesquelles raisons subjectives trouvent leur explication, comme je viens de l'évoquer, dans la psychologie collective même du commerçant malien, des commerçants maliens. Ils sont dans cette dynamique-là. Dès qu'il y a une situation de crispation par rapport au marché, dès qu'il y a une situation de rareté, et dès qu'il y a une situation de stress, ils ont tendance à profiter de la situation pour justement augmenter le prix. Donc d'une part, il y a les raisons objectives liées au coût de production. D'autre part, bien évidemment, il y a les raisons liées justement à la psychologie collective. Juste pour un peu revenir un peu à ce que disait M. Fofana, moi je pense que la dénonciation aussi, c'est un phénomène culturel. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que le consommateur malien, fondamentalement, systématiquement, est habitué à cela? C'est-à-dire, dès qu'il voit
moi, je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation de la part de cet organisme-là vis-à-vis des consommateurs. Il faut que le consommateur ait cette culture-là. Il faut que nous nous inscrivions dans cette dynamique-là pour dire que dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à un prix qui est déjà connu de tous, j'alerte systématiquement l'organisme en charge de la question. Et tant qu'il n'y a pas cette sensibilisation-là, moi je pense que l'ASCOMA va toujours exister, mais le travail qu'on attend d'eux ne pourra pas justement être efficace. Oui. Monsieur Fofana, je crois qu'il a soulevé un point très important, surtout la sensibilisation des populations. Absolument. Parce que pour beaucoup, surtout la population, c'est à l'ASCOMA de dénoncer et non la population. Absolument. Donc, mais est-ce que vous avez entrepris des actions dans ce sens? On a entrepris des actions dans ce sens. La sensibilisation? Oui, on a entrepris parce que souvent on a des séminaires de formation. On a fait un atelier sur le poisson. Et les revendeurs du poisson de Mopti qui avaient des problèmes. Donc, on a organisé un atelier au CRES, à la centrale du poisson. On a échangé avec les gens. Mieux que ça, on a essayé d'avoir un bureau de l'ASCOMA dans toutes les régions du Mali. Dans toutes les régions du Mali, vous avez un représentant. Parce que ce n'est pas seulement Bamako qui vit ces problèmes. Il y a un représentant très efficace à Kaï, que je salue, à Sikasso. Et on vient de résoudre un problème avec lui. Et à Mopti. Et on est à Koulikoro aussi. Mais il n'y a toujours pas de dénonciation. Peut-être le Malien ne veut pas aller se plaindre de quelqu'un. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas dire que moi je l'ai dit? Ou si j'écris une lettre, ça va laisser une trace. Ça peut être ça. Mais souvent, on essaie dès qu'il y a un problème qui se pose, on essaie d'essayer de comprendre où est-ce que ça se trouve. Pour le cas des compteurs qu'on n'arrive pas à trouver, on a là-dessus. Mais j'avoue que grâce à l'État et avec la bénédiction de l'État, nous travaillons avec beaucoup de structures. Les affaires économiques, la Direction nationale du commerce et de la concurrence. On travaille avec eux, pas dans le cadre d'une collaboration, mais dans le cadre d'une assistance. C'est-à-dire on essaie de comprendre ce qu'ils font et on reporte sur la population. Il y a eu le problème de gaz pas longtemps. On a essayé de gérer avec eux. La difficulté, elle n'était pas à un seul niveau, mais toujours c'est l'État qui revenait sans cesse. Il y a le problème aussi du carburant, du pétrole, on n'en parle pas assez, parce que les prix chutent, mais il n'y a pas de changement ici. C'est difficile de comprendre. C'est difficile de comprendre. Vous avez évoqué le cas de la pomme de terre, mais à un moment, on nous avait dit que les pommes de terre étaient exportées au Gabon. C'est-à-dire qu'il y a un avion ou des avions qui venaient du Gabon pour transporter, vendre la pomme de terre du Mali. Nos pommes de terre. Nos pommes de terre, Okay. parce que c'était moins cher. Bon, on ne peut rien contre ça. Ça, c'est celui qui produit et qui vend. Mais je suis certain que si l'État essaie d'organiser le facteur avec tous les acteurs qu'il y a sur le terrain, j'avoue qu'on va bien s'en sortir. Ok, justement, vous venez de parler d'une réorganisation du secteur. Monsieur Dambélé aussi a mentionné la manière dont l'État fixe les prix. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'État s'engage à la fixation des prix de façon générale, je vais dire? Non, la politique de la concurrence, il l'a évoqué à un moment donné, doit oublier un certain nombre de principes. Il y a des prix, rien que pour le dynamisme même, la dynamique même du marché, il y a de ces prix dont on ne peut pas forcément fixer. Mais tout est une question de contexte. Vous savez, dans la vie, rien n'existe hors contexte. Aujourd'hui, nous vivons une situation de crise économique. Cela est un fait. Vous avez la croissance économique déjà prévisionnelle a été revue à la baisse. Donc, rien n'est comme avant. En la matière, ce n'est plus une question de texte où l'État dira que bon voilà, ce n'est pas mon droit d'intervenir sur le marché pour fixer les prix. C'est une question de survie pour la population. Donc en la matière, ce n'est plus des lois de liberté de marché ou des lois de la concurrence de marché qui doivent forcément primer, mais l'intérêt plutôt du consommateur dans une situation critique comme celle dans laquelle nous retrouvons aujourd'hui. Donc je pense que la question la plus pertinente, c'est qu'est-ce que l'État peut faire au-delà, bien évidemment, de toutes ces réglementations de marché pour davantage mettre la
le consommateur dans une situation beaucoup plus agréable. Parce que si on s'en tient à ce que l'État fait seulement aujourd'hui et n'élargit pas son centre d'action, qu'est-ce qui va se passer? La chose suivante va se passer, parce que quand l'activité économique ralentit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc le pouvoir d'achat a tendance à baisser. Quand le pouvoir d'achat baisse, alors la consommation a tendance à baisser. Dans une situation où la consommation baisse, si le producteur ou le vendeur augmente son prix, ça plombe tout simplement la consommation. Ce n'est pas une question de baisse, les gens vont arrêter de consommer. Alors si la consommation s'arrête, alors les producteurs, les vendeurs qui vendent, ils vont aussi arrêter de vendre. Si la vente baisse, leur chiffre d'affaires va chuter. Si le chiffre d'affaires chute, alors là, ils vont commencer à licencier. Donc, ce qui voudra dire concrètement que le chômage va augmenter. Donc, pour vous dire que c'est une situation exceptionnelle et il faudrait que l'État, à un moment donné, soit capable d'aller au-delà de ses fonctions régaliennes vis-à-vis du marché. Donc, moi, je pense que tout se trouve à ce niveau. Merci, M. Dambélé. Et nous allons parler d'un élément très important, c'est le mouton. Chaque année, à la veille de la Tabaski, on constate une hausse systématique du prix du mouton au niveau du marché de bétail. Nous allons suivre ce reportage de Mohamed Ali Ag-Aleida. À Bamako, plusieurs acheteurs se plaignent du prix élevé du mouton. Ils estiment que c'est au-dessus de leur bourse. Crescendo, le prix du mouton, à chaque année, ça ne fait que monter. Dans ces conditions, le moyen va payer cette année. Les gens sont dans les frustrations là-bas. Moi, j'ai été le samedi à Kati. Je vois que le prix minimum, c'est 125 000. Les revendeurs, quant à eux, expliquent cette cherté par deux facteurs principaux. La hausse du prix de l'aliment bétail, mais aussi l'insécurité qui sévit dans les zones d'élevage. L'aliment bétail, ils vendent 3 000, 3 500. Mais maintenant, là, 9 000. Si tu as le mouton là, ils vendent cher, ça c'est obligatoire. Mais où on quitte à aller le mouton là, il n'y a pas de sécurité là-bas. On a des gens ici même qui sont allés payer le mouton là-bas. Ils ont rassé les moutons, près de 100 moutons comme ça. Bon, nous, on a peur d'aller, c'est qu'on demande au gouvernement. Premièrement, la sécurité d'abord. Pour certains observateurs, les autorités doivent s'impliquer pour que les prix des moutons soient abordables à des semaines de la Tabaski. Voilà, vous avez suivi avec nous ce reportage de Mohamed Ali Ag-Aleida. Dans ce reportage, l'une des causes de la hausse du prix des moutons serait l'insécurité. Voilà. Est-ce que c'est la seule cause? Il a évoqué deux principales causes, l'insécurité et l'augmentation de l'aliment bétail. Oui, et il a évoqué l'augmentation de l'aliment bétail. Moi, je pense que ce sont des raisons effectivement objectives. Aujourd'hui, on sait effectivement que dans les zones comme Mopti, c'est très très difficile la vie là-bas. Et effectivement, la plupart de nos moutons viennent de cette localité-là. Donc, quelque part, oui, ils peuvent avoir des difficultés d'acheminement de ces moutons vers ici. Et on attend souvent, après des attaques, que pas mal de ces bétails-là ont été tués. Donc, quand il y a une situation comme ça, ça peut expliquer l'augmentation de prix. Mais moi, je pense que c'est encore une fois cette loi fondamentale en économie qui dit que quand la demande augmente par rapport à l'offre, les prix ont tendance à augmenter. Ce jeu sur le marché fait que le vendeur malien en abuse en fait. Il se dit que nous sommes dans une situation où pour un musulman, dans un pays où on est plus de 90% musulmans, où il est effectivement recommandé très fortement pour les musulmans de tuer des moutons pendant la fête de Tabaski. Donc ils ne pourront pas s'en passer, c'est une obligation. Ce qui fait qu'effectivement dans une situation comme ça, même s'il augmente le prix, il sait que les gens vont acheter. Imaginez, s'il augmente le prix, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et que personne n'achète, il va réfléchir à le baisser. Mais il sait que les gens ne peuvent pas s'en passer. Donc c'est une demande forte qui est là, qui quelque part, pour lui, explique le fait qu'il puisse augmenter le prix de son produit, qui est en l'occurrence le mouton. Oui, M. Fofana, chaque année, nous assistons au même scénario concernant le prix du mouton. C'est toujours cher. Mais est-ce qu'à votre niveau, il y a une possibilité d'anticiper une solution au niveau de l'ASCOMA? Il y a une possibilité. Nous, on a échangé. Et ça rejoint un peu ce que M. Dambélé vient de dire. Il y a deux aspects qui sont indispensables à associer. C'est d'abord l'organisation du secteur. C'est un secteur qui n'est pas organisé. Réglementé, oui. Réglementé, et c'est plus que de l'informel. Les gens
vont chercher dans n'importe quelle condition. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du phénomène qui s'est passé où les gens ont dépassé Bamako pour aller vendre les moutons à Dakar. Oui, bien sûr. Les Sénégalais se sont coalisés pour dire si ce n'est pas tel prix, on ne paye pas. Et finalement, ils étaient obligés de faire rapatrier leurs moutons. Et en les amenant, ils étaient obligés de payer des taxes. Donc Dieu sait combien ça leur a coûté. Mais c'est dû au fait que le secteur n'est pas organisé. Alors, toujours, qui peut l'organiser? C'est le secteur qui peut aider à organiser le secteur. Face à cette situation, moi, je voudrais savoir au niveau de l'ASCOMA, est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Concrètement, moi, je pense que si on regarde même le principe de tuer un mouton, ça se fait pour la fête de Tabaski. Alors, qu'est-ce que la fête de Tabaski dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est le mouton seul qu'il faut tuer? Je pense qu'il est possible de tuer un bœuf pour cette personne. Parce que tant que les gens ne comprendront pas que tout le monde attend le mouton, le prix ne va pas changer. Mais si l'offre est diversifiée, c'est-à-dire si on se dit sans complexe, parce que chacun, on tue le mouton pour l'enfant, parce qu'il y a les enfants à la maison, et je veux qu'ils voient mon mouton et qu'ils le tuent. Mais ce n'est pas ça la religion. Ce que la religion demande, c'est le sacrifice. Ce n'est pas la viande. Alors, pourquoi dans le prélude, dans le même principe que la petite fête, où les gens se mettent ensemble, ils font une tontine, ils tuent un bœuf, ben, s'il y a cette possibilité, tant qu'on verra qu'il y a la possibilité, pour ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, de se mettre à 7. Mais est-ce que vous n'avez pas les moyens de dénoncer cette situation? On ne peut pas dénoncer, c'est pas la solution, c'est de dénoncer. Nous, ce que nous avons comme solution, c'est le boycott. C'est interpeller l'État. C'est essayer de faire un plaidoyer au niveau de l'État pour dire, mais est-ce que vous savez que telle chose se passe? Alors on essaie de voir dans quelle mesure on peut les pousser jusque dans les derniers retranchements. Mais souvent le consommateur ne suit pas. Le consommateur ne suit pas, sinon on essaie de faire des plaidoyers. Mais j'avoue que ce n'est vraiment pas facile. Souvent c'est des choses voulues et souvent quelque part il n'y a pas aussi un suivi ou un accompagnement de l'État à ce niveau. Il y a eu le problème quand vous avez du bétail qui se déplace sur une longue distance, il va sans dire que le prix va jouer là-dessus. Et en ce moment, ce n'est pas seulement le bétail, mais c'est les transporteurs qui augmentent le prix s'ils doivent amener avec le transport. Ils prétextent le carburant. Je ne sais pas si vous vous rappelez ceux qui sont à Mopti, qui viennent faire la fête ici. Pour mettre un mouton dans le car, mais ils savent ce qu'ils payent pour pouvoir le déplacer. Donc je pense que c'est très difficile pour les consommateurs de s'en sortir s'il n'y a pas une entente ou une discussion avec l'État. Et bien sûr, ça passe par l'organisation du secteur. Savoir quels sont les besoins et comment ravitailler le marché. Plutôt que d'organiser par an des endroits où on vend des moutons chers, c'est faire semblant. Merci, M. Fofana. M. Dambélé, est-ce que cette cherté des produits locaux ne pourrait-elle pas contribuer à augmenter le nombre de populations pauvres? Oui, il est clair que quand le prix d'un produit aussi nécessaire dans un contexte comme la fête de Tabaski augmente, cela va de soi que le pouvoir d'achat va baisser. Donc quand le pouvoir d'achat baisse, la capacité du consommateur à nourrir sa famille et son entourage, cette capacité se découvre amoindrie. Donc moi je trouve que c'est une question de volonté aussi. À un moment donné, je trouve que, encore une fois, l'appel à l'État, ce n'est pas comme si on n'a pas d'autres solutions. Mais l'acteur le plus légitime à la matière, c'est l'État. Personne d'autre aujourd'hui ne peut permettre une meilleure organisation de ce secteur-là si ce n'est l'État. Donc moi je me dis que nous sommes dans une situation où aujourd'hui on a tellement de problèmes que ces soucis ne doivent pas continuer à exister. L'État devrait être capable à terme de mettre un terme à cette situation d'anarchie dans certains secteurs aussi vitaux, bien évidemment, qu'est le marché de moutons pendant les périodes de Tabaski. Voilà, M. Fofana, nous pouvons parler d'un autre aspect aussi. Là, il s'agit, par exemple, si nous prenons l'exemple de la viande de bœuf, ces dernières années, il y a une augmentation multiple à ce niveau. Mais il n'y a jamais eu, les commerçants n'ont jamais ramené le prix à celui d'avant. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est un manque de suivi? Parce qu'ici, la population a tendance à dire que ça augmente, mais ça ne revient jamais à la normale.
Effectivement, c'est un sujet sur lequel je voulais parler. Mais ceci étant dit, je voudrais en venir au fait que la notion de pauvre, on nous dit pauvre, mais nous préférons le principe, on nous appauvrit. On nous appauvrit, on nous vend des choses qui ne coûtent pas leur prix. Ouais. Ça veut dire que le pauvre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de payer, mais on augmente de manière à nous soutirer plus que ce n'est le prix. C'est l'appauvrissement qui se fait. Sinon, je ne pense pas que notre société soit pauvre, parce qu'on travaille dans la mesure de nos moyens et on arrive à, Dieu merci, vivre de nos fruits. Le pêcheur, il trouve du poisson, mais vous allez trouver qu'on va lui retirer son prix. Donc on appauvrit par rapport à ce qu'il a. Ce que l'Occident nous fait, et c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Par rapport à la viande, effectivement, il y a eu... je ne sais pas, est-ce qu'ici, il ne faut pas accuser plus les bouchers? Parce que je connais un peu cette situation. Avec, en son temps, un ministre du Commerce, on a eu à assister les bouchers. Je crois qu'un pactole de 300 millions leur avait été donné pour qu'ils puissent diminuer le prix de la viande de 200 francs. Et pratiquement, sur une cinquantaine de bouchers ou une centaine de bouchers, ils ont tous pris l'argent et ils devaient le rembourser à un certain rythme. Il y a eu un suivi, il y a eu un regard de l'ASCOMA, mais je vous avoue qu'on n'a jamais compris comment ça s'est terminé. Et c'est peut-être le Malien lui-même qui est derrière en ce moment. Mais comment faire? Et les années d'après, on a tenté une nouvelle fois avec le ministère. Et le ministère a dit, mais c'est difficile. Même si on le fait, ils ne vont pas suivre. Et c'est ce que vous venez de noter. Donc, les gens essaient d'appauvrir plutôt la population. Mais même si l'État fait souvent des concessions, et c'est la même chose pour le sucre. Hein. Le sucre, pendant les fêtes de Tabaski, on donne la possibilité de commander du sucre. Le sucre vient, et vous allez trouver qu'une grande partie, les 2/3, sont stockés, ne sont pas vendus, ne sont vendus qu'après. Or, ils devaient être vendus avec un rabais de prix. Mais il n'y a toujours pas de suivi. Il faut un contrôle pour voir tout ça. L'État, nous avons beaucoup parlé du rôle de l'État dans cette émission. Nous allons aussi, c'est important de préciser que nos tentatives d'invitation ont été vaines jusque-là. Nous allons poursuivre. Est-ce que, monsieur Dambélé, est-ce qu'il y a un lien entre la hausse des produits alimentaires et celle du carburant, par exemple? Parce que généralement, les commerçants ont tendance à dire... Bon. Mais oui, en fait, quand les produits alimentaires sont transportés, et c'est bien évidemment le transport pour être fonctionné, les gros camions pour qu'ils puissent fonctionner, il faut effectivement du carburant. Donc quand vous augmentez le carburant à la pompe, cela va de soi effectivement que le prix du transporteur qui transporte bien évidemment le produit alimentaire, qu'il puisse facturer le service encore beaucoup plus cher. Et si toutefois le vendeur du produit alimentaire découvre que lui, il a effectivement payé cher le service de transport, il va aussi augmenter son prix. L'économie, c'est un circuit qui est très facile à comprendre. Le primaire produit, le secondaire transforme et le tertiaire joue justement le service du transport et de la communication. Donc moi, je trouve que aujourd'hui, peut-être qu'on peut faire ce lien-là. Mais est-ce que concrètement, on se retrouve dans ce contexte-là? Si on regarde un peu, on voit que le prix du baril a même baissé, le prix du pétrole a baissé. À la pompe, on peut effectivement se rendre compte que l'essence, on peut souvent gagner 10 francs, 20 francs sur les litres. Donc je trouve qu'on peut faire ce lien-là, mais sauf que dans ce contexte précis, ce n'est pas forcément le lien qu'on peut établir. L'effet ou le fil conducteur qui pousse à augmenter le prix des produits tels que plutôt des produits tels que le mouton, je trouve que ça trouve son explication dans le seul fait que le vendeur pense qu'il est dans une situation... Enfin, ils disent qu'aujourd'hui, si vous les écoutez, ils disent qu'il y a l'insécurité, ils disent qu'il y a les produits des aliments bétail augmentés. Mais avant aujourd'hui, d'il y a 5 ans, 10 ans, on assiste à la même situation. Chaque année, c'est des gens, c'est des commerçants qui profitent de la situation pour augmenter. Parce que quelque part, ils voient que la demande augmente et le consommateur, c'est indispensable pour lui pour fêter. Donc je trouve que le problème se trouve à ce niveau-là. Et l'État, à part lui, je ne vois pas qui d'autre peut mieux réglementer ce secteur-là. D'accord. Monsieur Fofana, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce niveau? Oui, ce que j'ai ajouté, c'est que peut-être on n'avait pas noté assez, c'est qu'au niveau de la vente des moutons,
Il y a les coxeurs qui sont derrière. Ils renchérissent beaucoup, on n'en parle pas assez. Parce que 5 000 francs ou souvent 7 500 peut être prélevé sur le prix du mouton pour le coxeur, qui ne fait rien, qui vous rencontre sur le terrain. Et celui qui vous conduit, c'est quelqu'un qui vend le mouton. Et si la personne vend son mouton sans passer par le coxeur, il faut un embargo sur lui. Même si vous venez pour payer avec lui, on va dire non, ne payez pas là-bas. Je connais ce monsieur-là. D'accord. C'est à l'État de voir ça aussi. N'est-ce pas? Encore l'État. Donc en termes de solutions, est-ce que l'État peut anticiper des solutions? Je ne sais pas, en proposant des alternatives. Gouverner, c'est prévoir. Moi, je pense que si l'État n'a pas cette capacité-là d'anticiper ou de prévoir, je pense que l'État n'a pas sa raison d'être. Et il est clair qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Nous sommes dans une situation de crispation sociale avec tout ce qu'on voit comme manifestation. Nous sommes dans une situation de crise économique avec tout ce qu'on voit comme maladie à coronavirus. Nous sommes dans une situation de crise sécuritaire avec tout ce qu'on voit au centre comme au nord. Donc, cette situation de crise multidimensionnelle fait que le dirigeant malien, l'homme politique malien doit être capable justement de s'outiller d'une capacité d'anticipation, d'une capacité d'adaptation, mais aussi de réaction. Donc je trouve que c'est la seule solution qui puisse nous permettre de remonter cette situation-là. Il doit être capable de s'adapter. Les crises sont là, elles sont multiformes. Les prix là augmentent. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour arrêter l'augmentation de ces prix là? Ils doivent être capables justement d'anticiper aussi, après l'augmentation de prix, comment faire pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Mettre en place des mesures cohérentes, des mesures qui durent dans le temps, des mesures capables justement de nous épargner la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc je trouve que tout se retrouve dans une question de vision que l'État doit essayer de définir, mais aussi surtout de l'appliquer. Monsieur Fofana, en termes de solutions, concrètement, qu'est-ce que l'État peut faire? L'État aussi, c'est dommage, ne soutient pas le secteur privé. J'ai parlé des professionnels, j'ai parlé du secteur informel, mais qui ne reçoit aucun appui de l'État. Et je pense que l'État, c'est comme tout l'argent qu'il a, il pense que c'est pour tout ce qui est fonctionnaire, ou tout ce qui fait fonctionner l'État, parce que je les appelle comme ça, c'est eux qui font fonctionner. Mais toute personne en dehors de ça est obligée de se débrouiller. Donc je pense qu'un appui doit être porté à tous ces secteurs. C'est ce qui fait que l'État se retient dans l'organisation ou dans le suivi, parce que ça demande toujours à participer. Si cela n'est pas fait, je ne pense pas que la solution soit facile pour le consommateur. D'accord, M. Dambélé, nous encheminons un peu vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot sur lequel vous souhaitez revenir? Non, moi je trouve que nos politiques d'approvisionnement de subventions doivent être encore beaucoup plus consolidées pour faire face à des situations de crise économique comme ça. Parce que si la politique d'approvisionnement faillit, si la politique de subvention faillit, les commerçants tout de suite auront des raisons objectives bien évidemment à augmenter le prix parce qu'il y a une rupture de stock qui va menacer. Et inviter bien sûr l'ASCOMA à davantage sensibiliser les consommateurs pour dénoncer davantage les situations d'augmentation de prix spontanés. D'accord. L'ASCOMA, vous êtes interpellé aussi, oui, surtout la population. Donc, elle attend beaucoup à votre niveau, plus de sensibilisation. Est-ce qu'actuellement, vous avez des actions vraiment concrètes dans ce sens? On a des actions concrètes dans ce sens parce qu'on a une réunion qui est prévue pour essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer d'intervenir sur le prix du mouton. Au-delà du prix, l'approvisionnement des grandes villes du Mali, Bamako. Et tout le monde sait qu'avec la situation qui sévit au nord, les animaux sont en train de disparaître. Et si vous suivez dans le pays d'Ogon, on est en train de ramasser tout leur bétail et de le faire sortir. Donc, ça va encore accentuer nos besoins et rendre encore plus difficile l'accès des populations, l'accès de ça. Donc l'ASCOMA est en train de voir dans quelle mesure on peut avoir une concertation avec l'État pour essayer toujours de penser à une centrale d'achat et à une centrale d'approvisionnement. C'est-à-dire essayer de voir les villes qui fournissent Mopti et autres, comment faire de manière à ce qu'on sache d'où vient le bétail pour une traçabilité et à quel prix il sera vendu, avec une fluctuation. Je pense que ceci aidant, et si l'État s'investit aussi pour aider les cotonculteurs, pas les cotonculteurs, mais les producteurs d'huile et de savon, de manière à ce qu'il y en a qui se mettent dans la production des engrais l'aliment bétail. Je
Je pense que ça peut permettre d'avoir aussi des moutons en bon point et beaucoup moins chers. Alors, merci beaucoup, M. Dambélé et M. Fofana. Merci à vous. Voilà, ainsi s'achève ce grand dialogue consacré à la hausse des denrées de première nécessité. Pour en parler, nous avons eu sur ce plateau Khalid Dambélé, économiste, chercheur au CRAPES, et Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'ASCOMA, l'Association des consommateurs du Mali. Je suis Arkia Touré, à la régie vidéo Mamadou Ouattara, au son Piting Diara. Merci pour votre fidélité. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.